La Terreur, période la plus sombre de la Révolution française, fut un temps de suspicion généralisée, de paranoïa et d'exécution impitoyable. Entre 1793 et 1794, la France fut gouvernée par la peur, alors que le Comité de salut public, sous la direction de figures telles que Maximilien Robespierre, cherchait à éradiquer les ennemis de la Révolution par tous les moyens nécessaires. Cette ère de répression intense vit l'instauration de lois extraordinaires, comme la loi des suspects, qui élargissait la définition de ce qui constituait un acte contre-révolutionnaire, menant à des arrestations arbitraires et à des exécutions sans procès équitable. La guillotine, symbole de cette période, tranchait les vies aussi rapidement que les jugements étaient rendus, souvent sur la base de preuves douteuses ou de simples rumeurs. Quoi qu'il en soit, l'introduction de la terreur marqua un tournant dans la Révolution, où la quête de liberté et d'égalité céda la place à une lutte pour la survie et le pouvoir. C'était une période où la frontière entre la justice et la tyrannie s'estompa, où la vertu révolutionnaire fut invoquée pour justifier les actes de violence et d'oppression. La terreur reste un sujet de débat intense parmi les historiens, certains la voyant comme une mesure nécessaire pour sauver la Révolution, tandis que d'autres la considèrent comme une trahison des idéaux révolutionnaires. Pourtant, ce ne fut pas la seule conséquence des malheurs des Français de l'époque. Les graves crises économiques et agricoles, les maladies, ou bien les guerres, qu'elles soient à l'extérieur ou bien à l'intérieur du pays, accentuèrent un peu plus les difficultés que rencontraient les Français dans leur vie quotidienne durant ces périodes de troubles révolutionnaires. Bon visionnage. La terreur, cette période sombre de la Révolution française, reste gravée dans l'histoire comme un temps de brutalité extrême. Elle a débuté en 1793, après la chute de la monarchie, et s'est étendue plus ou moins jusqu'à la chute de Robespierre en 1794. C'était une époque où la peur régnait en maître, où les ennemis de la Révolution étaient traqués sans relâche et souvent sans preuve. Sous le prétexte de protéger la Révolution, le Comité de salut public, dirigé par des hommes comme Robespierre, Saint-Just et Couthon, ont mis en place des mesures radicales. La loi des suspects a effectivement élargi la définition de l'ennemi de l'État, permettant ainsi l'arrestation et l'exécution de milliers de personnes, souvent sur la base de simples soupçons ou dénonciations. La guillotine, symbole de la justice révolutionnaire, est devenue un outil de mort de masse. Des nobles, des clercs, des révolutionnaires eux-mêmes et de nombreux citoyens ordinaires ont perdu la vie sous sa lame. La terreur a engendré un climat de suspicion généralisée où nul n'était à l'abri d'une accusation arbitraire. Cependant, malgré cette atmosphère oppressante, la terreur a également été une période de réformes audacieuses. Des institutions telles que l'éducation nationale et le système métrique ont été établies, des changements qui ont perduré bien au-delà de la Révolution. En fin de compte, la terreur est un rappel poignant de la fragilité de la liberté et de la justice lorsqu'elles sont confrontées à la peur et à l'extrémisme. Elle nous enseigne que les idéaux les plus nobles peuvent être corrompus par la peur et le pouvoir, et que la quête de la liberté doit toujours être équilibrée par la compassion et l'humanité. La guillotine, symbole de la Révolution française, est une machine d'exécution qui a marqué l'histoire. Utilisée pour la première fois en 1792, elle a rapidement gagné en notoriété en tant qu'instrument de justice expéditive. La guillotine tire son nom du médecin français Joseph Ignace Guillotin, qui a proposé son utilisation comme méthode d'exécution plus humaine et égalitaire. Avant la guillotine, les condamnés à mort étaient exécutés par pendaison, décapitation à l'épée ou à la hache. La guillotine, avec sa lame tranchante et son mécanisme simple, promettait une mort rapide et sans souffrance. La guillotine fonctionnait de la manière suivante. Tout d'abord, le condamné était allongé sur une planche, la tête placée sous la lame suspendue. Après quoi, un assistant actionnait le mécanisme, libérant la lame qui tombait rapidement, tranchant nettement la tête du condamné. Enfin, la tête tombait dans un panier, tandis que le corps était récupéré pour être enterré. Pendant la terreur, entre les années 1793 et 1794, la guillotine a été utilisée massivement.
Des milliers de personnes, dont le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette, ont été exécutées sur la place publique. Les tribunaux révolutionnaires prononçaient des jugements rapides et sans appel, envoyant des aristocrates, des révolutionnaires modérés et même des citoyens ordinaires à la guillotine. Après la Révolution, l'utilisation de la guillotine a diminué, mais elle n'a pas été abolie immédiatement. Elle a continué à être utilisée jusqu'au XIXe siècle pour les crimes graves. Des personnalités telles que Maximilien Robespierre, Georges Danton et Charlotte Corday ont également trouvé la mort sous la lame de la guillotine. Cependant, cette dernière reste un symbole controversé. Certains la considèrent comme un progrès humanitaire, tandis que d'autres la voient comme un rappel brutal de la violence révolutionnaire. Elle a inspiré des œuvres littéraires, des films et des débats sur la peine de mort. En fin de compte, la guillotine demeure un chapitre sombre de l'histoire française, rappelant les excès et les contradictions de la Révolution. Son image continue de hanter notre mémoire collective, nous rappelant les conséquences tragiques de la quête de justice et d'égalité. La Révolution française, qui a commencé en 1789, a été une période de changement radical et de bouleversement politique en France. Cependant, en plus des luttes politiques et sociales, la France a également été confrontée à des défis sanitaires majeurs. Plusieurs maladies ont sévi pendant cette période, exacerbées par la pauvreté, la malnutrition et les mauvaises conditions sanitaires. La variole était l'une des maladies les plus redoutées de l'époque. Cette maladie hautement contagieuse se propageait rapidement dans les zones densément peuplées et les conditions insalubres. Les symptômes comprenaient de la fièvre, des maux de tête et des éruptions cutanées douloureuses. Malheureusement, la variole était souvent mortelle et ceux qui survivaient étaient souvent marqués à vie par des cicatrices. La dysenterie, une infection intestinale causée par des bactéries, Shigella, était une autre maladie courante. Elle se propageait principalement par l'eau et la nourriture contaminée et était donc particulièrement répandue dans les zones où l'hygiène était médiocre. Les symptômes comprenaient des douleurs abdominales sévères et de la diarrhée, souvent avec du sang. La tuberculose, une autre maladie infectieuse causée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis, était également courante. Elle se propageait par l'air lorsque les personnes atteintes toussaient ou éternuaient. Les symptômes comprenaient une toux persistante, de la fièvre, une perte de poids et de la fatigue. Sans traitement, la tuberculose pouvait être mortelle. La fièvre typhoïde, causée par la bactérie Salmonella typhi, était une autre maladie répandue. Elle se propageait principalement par l'eau et la nourriture contaminée. Les symptômes comprenaient de la fièvre, des maux de tête, de la constipation ou de la diarrhée, des douleurs abdominales et une éruption cutanée. Ces maladies ont eu un impact significatif sur la population française pendant la Révolution. Elles ont non seulement causé des souffrances et des décès, mais ont également contribué à l'instabilité sociale et politique de l'époque. Cependant, elles ont également stimulé des progrès dans le domaine de la médecine, car les médecins et les chercheurs ont cherché à comprendre et à combattre ces maladies. Ainsi, malgré les défis, la Révolution française a également été une période d'avancement et d'innovation dans le domaine de la santé publique. La Révolution française de 1789 a été bien plus qu'un bouleversement politique. Elle a également engendré une profonde crise économique, marquant un tournant dans l'histoire de la France. Avant la Révolution, la France était confrontée à des difficultés financières. Le trésor était vide et l'État était lourdement endetté, en partie à cause de la guerre d'Amérique. Les inégalités fiscales et sociales étaient criantes, provoquant un mécontentement croissant parmi la population. En 1789, le gouvernement décida de remédier à l'inflation en lançant une émission encadrée de nouvelles monnaies papier appelées les assignats. Cette monnaie reposait sur les propriétés confisquées de l'Église, représentant une part importante des biens immobiliers français. Les assignats avaient trois objectifs. Tout d'abord, acquérir le soutien des classes moyennes en leur permettant d'acheter ces terres, stimuler ensuite les affaires et relancer l'économie, et enfin, régler rapidement les dettes de l'État. Les résultats initiaux furent satisfaisants. Le trésor public fut renfloué, une partie de la dette fut réglée et le commerce reprit. Cependant, au bout de quelques mois, le gouvernement avait déjà tout dépensé. Une deuxième émission d'assignats fut décidée, malgré les avertissements concernant la dévaluation monétaire.
La seconde émission d'Assignat d'un montant de 2400 millions de livres entraîna une spéculation croissante et une dépréciation rapide. La monnaie papier perdait sa valeur et la France se dirigeait vers la banqueroute. En octobre 1790, 800 millions d'assignats furent émis et le total en circulation ne devait pas dépasser 1200 millions et les billets devaient être brûlés après paiement. La crise économique de 1789 fut un élément clé qui motiva la tenue des États généraux, point de départ de la Révolution. La France, ébranlée par des problèmes financiers, allait connaître des bouleversements majeurs dans les années à venir. La Révolution française, qui a eu lieu de 1789 à 1799, a été une période de changement radical et de bouleversements politiques et sociaux en France. Parmi les nombreux aspects de cette période tumultueuse, les incarcérations ont joué un rôle crucial. Au début de la Révolution, la Bastille, une prison d'État à Paris, a été prise d'assaut par les révolutionnaires le 14 juillet 1789. Cet événement symbolique a marqué le début d'une période de répression et d'incarcération massive. Les prisons françaises, autrefois réservées aux criminels de droit commun, sont devenues des lieux d'emprisonnement pour les ennemis politiques de la Révolution. La période connue sous le nom de Terreur, entre 1793 et 1794, a vu une augmentation significative des incarcérations. Les tribunaux révolutionnaires ont été créés pour juger rapidement les contre-révolutionnaires. Des milliers de personnes ont donc été emprisonnées sur la base de soupçons ou d'accusations souvent sans fondement. Les conditions de détention étaient généralement très mauvaises, avec une surpopulation, une mauvaise hygiène et une nourriture insuffisante. Les victimes de ces incarcérations massives étaient diverses. Elles comprenaient des nobles, des clercs, des bourgeois et même des révolutionnaires qui étaient tombés en disgrâce. Parmi les plus célèbres figure la reine Marie-Antoinette, emprisonnée dans la tour du Temple avant son exécution, ou bien Maximilien Robespierre, l'un des leaders de la Révolution, emprisonné et exécuté lors de la chute de la Terreur. Les incarcérations durant la Révolution française ont laissé un héritage durable. Elles ont mis en évidence les dangers d'un État qui utilise l'emprisonnement comme un outil de répression politique. Cependant, elles ont également conduit à des réformes du système pénal français dans les années qui ont suivi la Révolution, avec un mouvement vers un système plus équitable et plus humain. Au final, les incarcérations durant la Révolution française ont été une partie intégrante de cette période de l'histoire. Elles reflètent les tensions et les conflits qui ont caractérisé la Révolution, et leur étude offre un aperçu précieux de cette époque tumultueuse. Au cœur de la Révolution française, les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité ont engendré une période tumultueuse de bouleversements politiques. Parmi les acteurs majeurs, deux figures se détachent, Maximilien Robespierre et Georges Danton. Robespierre, avocat et fervent défenseur des droits du peuple, était un membre influent du club des Jacobins. Il prônait la vertu et la terreur comme moyen de purger la France de ses ennemis. Cependant, sa rigidité et son intransigeance ont fini par le rendre impopulaire. Il a été accusé de complot contre la Révolution. Danton, quant à lui, était un orateur charismatique et pragmatique. Il cherchait à équilibrer les idéaux révolutionnaires avec la réalité politique. En tant que leader des Girondins, il a tenté de maintenir une certaine stabilité tout en poursuivant les réformes. Cependant, sa proximité avec les modérés et son désir de compromis ont suscité la méfiance des radicaux. Les Girondins, un groupe de députés issus des provinces, étaient en faveur d'une révolution plus modérée. Ils s'opposaient aux Jacobins qui prônaient des mesures plus radicales. Les alliances et les rivalités entre ces deux factions ont façonné le paysage politique de l'époque. Citons également Jacques-Pierre Brissot, un Girondin influent qui a plaidé pour une république démocratique et a soutenu la guerre contre les monarchies européennes. Cependant, ses ambitions personnelles et ses intrigues ont fini par le perdre. Autre grande figure de la Révolution, Camille Desmoulins, un journaliste et ami de Danton, a joué un rôle crucial dans la mobilisation populaire. Ses écrits ont galvanisé les masses et ont contribué à la chute de la monarchie. Cependant, sa loyauté envers Danton a été mise à l'épreuve lorsque les tensions politiques ont atteint leur paroxysme. La paranoïa régnait dans les coulisses du pouvoir. Les complots et les trahisons et la rivalité étaient monnaie courante. Les alliances
se formaient et se brisaient au gré des intérêts personnels et des convictions politiques. La terreur, orchestrée entre autres par Robespierre, a conduit à l'exécution de nombreux opposants, y compris Danton lui-même. En fin de compte, la Révolution française a été marquée par ses alliances fragiles et ses trahisons brutales. Les idéaux nobles ont souvent cédé la place à la réelle politique, et les acteurs politiques ont ainsi payé le prix fort pour leurs convictions. La Révolution a laissé un héritage complexe, mêlant espoir et désillusion, vertu et terreur dans les méandres de l'histoire. La France du XVIIIe siècle était confrontée à une série d'adversités climatiques qui ont eu des répercussions dramatiques sur l'agriculture et l'économie. Le prix du pain, aliment de base pour la population, était étroitement lié à la production de blé. Cependant, une succession de mauvaises récoltes a entraîné une pénurie de blé et une flambée des prix. La période de famine qui s'ensuivit a plongé le peuple dans la détresse et la colère. L'un des événements les plus marquants de cette période fut la marche des femmes sur Versailles, qui eut lieu le 5 octobre 1789. Des milliers de femmes parisiennes, excédées par la faim et la misère, se sont rassemblées et ont marché vers le palais de Versailles pour réclamer du pain et la fin de la famine. Leur colère était dirigée contre la monarchie et l'aristocratie, qu'elles accusaient d'indifférence face à leurs souffrances. La grande peur qui a suivi la marche des femmes a été une vague de révolte paysanne à travers la campagne française. En effet, des rumeurs circulaient selon lesquelles les aristocrates complotaient pour affamer le peuple et le maintenir dans la misère. Les paysans, déjà épuisés par les difficultés économiques, ont réagi avec violence. Ils ont pillé les châteaux, brûlé des registres féodaux et remis en question l'autorité des seigneurs locaux. Les industries, en particulier le secteur textile, ont également été durement touchées. Le chômage a augmenté et l'inflation, exacerbée par l'émission de la monnaie assignat en 1789, a diminué le pouvoir d'achat du peuple. Les réformes, bien qu'intentionnées pour stabiliser la situation, ont souvent eu des résultats mitigés. L'introduction des assignats, tout en fournissant initialement un stimulus fiscal, a finalement conduit à l'hyperinflation, aggravant encore les difficultés économiques. Dans ce contexte de crise, les alliances politiques se sont formées et brisées. Les idéaux révolutionnaires ont été mis à l'épreuve et la France a basculé dans une ère de bouleversements radicaux. La Révolution française, avec ses espoirs et ses tragédies, a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire du pays. L'année 1789 marque le début d'une période de bouleversements sociaux et politiques majeurs en France, symbolisée par la Révolution française. Au cœur de cette période tumultueuse se trouve la question de la lutte des classes, où les tensions entre les différentes strates de la société ont joué un rôle central dans les événements qui ont suivi. La société française de 1789 était donc profondément hiérarchisée et divisée en trois ordres: le clergé, la noblesse et le tiers-état. Le clergé, composé de membres du clergé catholique, occupait une position privilégiée en tant que premier ordre et bénéficiait de nombreux privilèges, y compris l'exemption de certains impôts. La noblesse, quant à elle, était constituée de la noblesse héréditaire qui détenait des titres de noblesse et contrôlait une grande partie des terres et des richesses du pays. Enfin, le tiers-état, qui représentait la vaste majorité de la population, comprenait une gamme diversifiée de groupes sociaux, allant des riches marchands aux paysans pauvres. La lutte des classes en France, en 1789, était alimentée par des inégalités économiques et sociales profondes entre les différents ordres de la société. Le tiers-état, qui supportait le fardeau de la taxation et était souvent confronté à la pauvreté et à la misère, a commencé à remettre en question le système féodal et à réclamer plus de droits et de représentation politique. Les philosophes des Lumières ont également contribué à alimenter le mécontentement en critiquant ouvertement les privilèges de la noblesse et du clergé. Les tensions sociales et économiques ont finalement éclaté lors de la convocation des États généraux en 1789, où les représentants du tiers-état ont contesté le système de vote inégalitaire qui favorisait les deux premiers ordres. L'Assemblée nationale constituante a été formée en réponse à ces tensions, marquant le début de la Révolution française. Les événements qui ont suivi, tels que la prise de la Bastille et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ont été largement influencés par les luttes de classe
et ont conduit à des bouleversements politiques majeurs en France. Au final, la société de 1789 était profondément marquée par la lutte des classes, où les inégalités économiques et sociales entre les différents ordres ont alimenté le mécontentement et les tensions. La Révolution française a été en partie motivée par ces dynamiques de lutte des classes, où le tiers-État a cherché à renverser l'ancien régime et à instaurer une société plus juste et égalitaire. Bien que les résultats de la Révolution française aient été complexes et souvent contradictoires, elle a néanmoins jeté les bases d'une nouvelle ère politique et sociale en France, marquée par des idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Les guerres révolutionnaires françaises, qui ont éclaté à la suite de la Révolution de 1789, ont profondément marqué l'histoire de la France et de l'Europe. Cette période tumultueuse a été caractérisée par une série de conflits militaires qui ont entraîné d'innombrables souffrances pour la population française. Les guerres révolutionnaires ont en effet imposé un lourd tribut à la population française. Les hommes jeunes et valides ont été enrôlés de force dans l'armée à travers la levée en masse, laissant derrière eux des familles déchirées et des communautés appauvries. Les campagnes militaires incessantes ont conduit à une perte incommensurable de vies humaines, laissant des veuves et des orphelins dans leur sillage. Les civils, pris au piège entre les feux croisés des armées en conflit, ont été victimes de pillages, de viols et d'autres atrocités de guerre. Sur le plan économique, les guerres révolutionnaires ont plongé la France dans une crise financière sans précédent. Le coût élevé de la guerre a entraîné une inflation galopante et une détérioration des conditions de vie pour la population déjà appauvrie. Les réquisitions forcées de biens et de provisions par les armées en campagne ont appauvri encore davantage les communautés rurales, exacerbant les tensions sociales et alimentant le mécontentement populaire. Les guerres révolutionnaires ont également contribué à la désintégration du tissu social français. Les divisions politiques et idéologiques ont été exacerbées par les conflits armés, alimentant les rivalités entre les factions révolutionnaires et contre-révolutionnaires. Les soulèvements populaires, tels que la guerre de Vendée, ont engendré une violence généralisée et une polarisation accrue au sein de la société française. La confiance dans les institutions politiques et sociales a été ébranlée, ouvrant la voie à l'émergence de régimes autoritaires et à l'effondrement de la République. Au final, les guerres révolutionnaires françaises ont été une tragédie indéniable pour la population de l'époque. Elles ont causé d'immenses souffrances humaines, dévasté l'économie et déstabilisé la société dans son ensemble. Les cicatrices de ces conflits perduré pendant des décennies, laissant un héritage de traumatisme et de division qui continue d'influencer le paysage politique et social de la France moderne. En examinant cette période sombre de l'histoire française, nous sommes confrontés à la réalité brutale des conséquences dévastatrices de la guerre sur la vie des citoyens ordinaires, rappelant ainsi l'importance de préserver la paix et la stabilité à tout prix. Durant la Révolution française de 1789, la censure et la propagande ont été des outils cruciaux utilisés par les différents acteurs politiques pour influencer l'opinion publique et consolider leur pouvoir. Dès les premiers jours de la Révolution, le contrôle de l'information est devenu une priorité pour les révolutionnaires, qui ont cherché à contrôler les discours et les publications qui remettaient en question leur autorité ou leur vision du changement social. La censure était exercée à travers divers moyens, notamment la saisie et la destruction de journaux, la suppression de discours publics et la surveillance étroite des écrits considérés comme subversifs. Les pamphlets, les journaux et les affiches étaient soumis à une stricte réglementation et toute critique du gouvernement ou des dirigeants révolutionnaires était sévèrement réprimée. Parallèlement à la censure, la propagande a été largement utilisée pour façonner l'opinion publique en faveur des idéaux révolutionnaires et légitimer les actions du gouvernement. Les journaux tels que l'Ami du peuple de Marat et le Père Duchesne de Hébert ont propagé les idées révolutionnaires tout en dénonçant violemment les ennemis de la Révolution. Des slogans, des chansons et des images ont été utilisés pour galvaniser les citoyens et susciter un sentiment d'unité et de détermination. Les révolutionnaires ont également organisé des événements publics tels que des fêtes et des cérémonies pour célébrer les réalisations de la Révolution et glorifier ses héros. Cependant, la propagande révolutionnaire n'était pas sans opposition. Les royalistes et les contre-révolutionnaires ont également produit
leur propre propagande, cherchant à discréditer les dirigeants révolutionnaires et à saper leur légitimité. Malgré les efforts de censure et de propagande, la circulation clandestine des cris subversifs et les murmures de mécontentement persistaient, témoignant de la difficulté de contrôler complètement l'information dans un climat de révolution et de tumulte. Ainsi, la censure et la propagande ont été des éléments clés du paysage médiatique de la Révolution française, révélant les tensions entre le désir de liberté et d'expression et la nécessité pour les autorités révolutionnaires de maintenir le contrôle sur l'opinion publique pour consolider leur pouvoir et défendre leurs idéaux. La déchristianisation de la société française pendant la Révolution a été un processus complexe et tumultueux, marqué par des tentatives radicales de transformer les institutions religieuses et les croyances traditionnelles qui avaient dominé la vie sociale et culturelle depuis des siècles. Dès les premiers jours de la Révolution, les révolutionnaires ont remis en question le rôle et l'influence de l'Église catholique, considérée comme un pilier du régime monarchique et un symbole de l'ancien ordre social. Les premières mesures de déchristianisation ont pris la forme de politiques séculières visant à affaiblir l'autorité de l'Église, telles que la nationalisation des biens du clergé et la suppression des privilèges ecclésiastiques. Les révolutionnaires ont également cherché à réduire l'influence de l'Église dans la vie publique en remplaçant le calendrier grégorien par un calendrier républicain et en renommant les rues et les places portant des noms de saints. Cependant, la déchristianisation a rapidement pris une tournure plus radicale avec l'émergence du mouvement des cultes de la raison et de l'être suprême. Ces mouvements, inspirés par les idéaux de la philosophie des Lumières et la volonté de créer une société fondée sur la raison et la vertu, ont cherché à remplacer le christianisme par une forme de culte civique laïque. Des cérémonies spectaculaires, telles que la fête de la raison et la fête de l'être suprême, ont été organisées pour célébrer ces nouveaux cultes et délégitimer les pratiques religieuses traditionnelles. Les églises ont été fermées, converties en temples de la raison ou détruites, et les symboles chrétiens, tels que les croix et les statues, ont été démolis. Les prêtres et les religieuses ont été persécutés et la pratique religieuse a été soumise à une répression sévère. Cependant, malgré les efforts des révolutionnaires pour éliminer le christianisme de la société française, la déchristianisation n'a jamais été pleinement achevée. De nombreux Français ont continué à pratiquer leur foi en secret, et la résistance à la déchristianisation s'est intensifiée avec la montée du catholicisme contre-révolutionnaire. Finalement, avec le renversement de la Révolution et le retour au pouvoir de l'Église catholique sous Napoléon Bonaparte, la déchristianisation a pris fin, laissant derrière elle un héritage de tensions religieuses et culturelles qui ont façonné le paysage social de la France moderne. La Révolution française a engendré une série de tragédies personnelles, où de nombreuses figures éminentes ont été entraînées dans le tourbillon des événements politiques et sociaux de l'époque. Parmi ces victimes célèbres, Antoine Laurent Lavoisier occupe une place particulière. Connu comme le père de la chimie moderne, Lavoisier a fait d'importantes contributions à la science et à la société de son époque. Cependant, en dépit de ses réalisations exceptionnelles, il a été incapable de se protéger des ravages de la Révolution. En 1794, Lavoisier a été arrêté par les révolutionnaires, condamné à mort lors d'un procès sommaire et exécuté par guillotine. Sa mort tragique illustre la brutalité et l'instabilité de l'époque révolutionnaire, où même les esprits les plus brillants et les plus éminents étaient vulnérables aux caprices politiques du moment. Outre Lavoisier, de nombreuses autres figures de renom ont été victimes de la Révolution française. Charlotte Corday, célèbre pour avoir assassiné Jean-Paul Marat en 1793, a été exécutée pour son acte de violence politique. Louis XVI et Marie-Antoinette, les souverains déchus, ont également été exécutés par la guillotine, devenant des symboles de la chute de l'Ancien Régime. Georges-Jacques Danton, figure majeure de la Révolution française, a connu également une fin tragique. Le 5 avril 1794, il monte courageusement sur l'échafaud à Paris. Sa mort marque ainsi la fin d'une époque et le triomphe de la terreur. De même, Maximilien Robespierre, également l'une des figures les plus influentes de la Révolution, a été arrêté et exécuté à son tour à l'été 1794. Ces tragédies individuelles illustrent la complexité et la brutalité de la Révolution française, où les destins des individus
était souvent dictée par les forces politiques et sociales tumultueuses de l'époque. En se souvenant de ces victimes célèbres, nous sommes confrontés à la réalité sombre et souvent cruelle d'une période de l'histoire marquée par la violence, l'incertitude et la lutte pour le pouvoir. Parmi les survivants de la Révolution française de 1789, certains ont été témoins de la tourmente et du chaos de l'époque, mais ont réussi à échapper miraculeusement à la mort, ou bien ont choisi l'exil pour éviter les dangers de la Révolution. Madame Tussaud, connue sous son nom de naissance, Marie Grossholtz, est l'un de ces exemples emblématiques. Originaire de France, elle a été formée à l'art de la sculpture de cire et est devenue célèbre pour son talent exceptionnel. Pendant la Révolution, elle a survécu à des moments périlleux en raison de ses liens avec la famille royale et sa position à la cour de Versailles. Après avoir échappé de justesse à la guillotine, Madame Tussaud a choisi de quitter la France pour l'Angleterre, où elle a ouvert son célèbre musée de cire à Londres et est devenue une attraction mondialement connue. De même, Joseph Fouché, un homme politique et ministre de la police de Napoléon Bonaparte, a survécu à la Révolution française malgré ses liens avec le régime révolutionnaire et la terreur. Grâce à ses compétences politiques et à sa capacité à naviguer entre les eaux tumultueuses de la politique de l'époque, Fouché a réussi à maintenir sa position et à devenir une figure clé de la période napoléonienne. Enfin, Charles-François Dumouriez, un général français, a également survécu à la Révolution en s'exilant à l'étranger après avoir quitté l'armée française. Bien qu'il ait été initialement un fervent révolutionnaire, Dumouriez a finalement rompu avec le mouvement et a cherché refuge en Belgique et plus tard en Angleterre, où il est décédé en exil. Ces survivants de la Révolution française ont chacun leur propre histoire fascinante, témoignant de la complexité et de l'incertitude de cette période tumultueuse de l'histoire française. La Révolution française de 1789 a été ainsi une période de souffrance intense pour la population, marquée par des bouleversements politiques, sociaux et économiques radicaux. Les citoyens ont enduré la famine, la pauvreté et la violence, tandis que les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité étaient souvent obscurcis par les réalités brutales de la guerre civile et les répressions politiques. Les exécutions publiques, les émeutes de la faim et les luttes de pouvoir ont laissé une empreinte indélébile sur la société française, tandis que les idéaux révolutionnaires étaient souvent détournés au profit d'une dictature brutale. Bien que la Révolution ait apporté des changements profonds à la France et au monde, elle a également laissé derrière elle un héritage de douleur et de traumatisme pour ceux qui ont vécu à travers elle. En fin de compte, la souffrance de la population française pendant la Révolution de 1789 témoigne de la complexité et des contradictions inhérentes à un moment crucial de l'histoire où les aspirations à la liberté et à la justice étaient souvent accompagnées de violence et de désordre. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Et si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton Merci situé sur l'ensemble des vidéos. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Hérodoc, la chaîne Histoire, ou bien à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.